Cette section très reconnaissable de l'aqueduc du Gier s'appelle le chameau, à cause de sa forme, de chameau. Bon, on pourrait débattre sur le fait que ça pourrait coller à d'autres animaux, mais ça n'est pas le sujet du jour. Cependant, c'est le long de ce monument que je te propose de faire un petit bike check du Kona que j'ai depuis 1 an maintenant et qui a encore pas mal évolué. Aujourd'hui, j'ai envie de montrer mes réglages personnels, des réglages que j'utilise depuis longtemps ou des modifications spécifiques pour cet été. J'aimerais t'expliquer pourquoi j'ai fait ces choix de composants et comment je les ai ajustés. Petit disclaimer avant, je ne suis pas un pro du tout. Ces choix s'expliquent par de longues années de pratique, ce sont mes réglages perso du moment qui ne feront clairement pas l'unanimité. Cette vidéo s'adresse avant tout à ceux qui songent peut-être débuter la pratique et qui peuvent se poser des questions légitimes sur le matos et ses réglages. Avant tout, un vélo se règle en fonction d'une pratique et de son pratiquant. Ici, le Kona Onzo illustre parfaitement le vélo difficilement catégorisable. Pour simplifier, nous le mettrons dans la catégorie All Mountain, catégorie un peu vaste et fourre-tout, où tu peux caler autant un gros cross-country qu'un petit enduro. Comme beaucoup de vélos, tu peux opter pour une version confort et robuste ou un montage plutôt light. Au début, le vélo était plus léger et performant au pédalage, mais avec l'été, j'ai décidé de muscler le bolide. En effet, je vais passer pas mal de temps en montagne et sur le vélo en général. Et qui dit plus d'heures sur le vélo, dit plus d'usure matérielle. En plus, j'ai un énorme challenge qui m'attend dans quelques semaines, et c'est avec ce Kona que je vais le relever. Je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo, ou sur les réseaux, enfin, si je m'en sors vivant. Allez, c'est parti, passons au bike check. Je vais commencer par le plus gros changement que j'ai fait dernièrement car cela représente le plus important selon moi, les pneus. Sur tout vélo et discipline confondue, je pense que c'est vraiment le composant qui change le comportement d'un vélo. D'ailleurs, sur mon tableau des trucs qui transforment radicalement ton vélo, selon moi, les pneus sont en première position. Je dirais presque ex-aequo avec les roues, mais étant plus accessible niveau budget, je l'ai mis en numéro 1. C'est le composant qui va changer le comportement du vélo puisqu'il va jouer à de nombreux niveaux. Le confort, l'accroche, le rendement, bref plein de trucs importants. C'est tout simplement le point de contact entre le sol et toi. Rien que ça. C'est aussi la première suspension d'un vélo. On a beau parler du confort de l'acier, de la souplesse du matériau et du cadre, le pneu est encore plus déterminant en fonction de la dimension et de la pression que l'on va mettre. Changer de pneu, c'est presque changer de vélo. Bon, je vais peut-être un peu loin, mais j'imagine que tu saisis l'idée. Sans rentrer dans le détail, tu peux retrouver des pneus avec des profils différents, sec, boue, hiver, intermédiaire, que sais-je encore. Mais aussi le type de gomme ainsi qu'un type de carcasse. Il y a énormément de choses et je n'en connais moi-même que la surface. J'imagine que pour mes utilisations, j'en sais assez. Et cet été, pour ma part, je suis en quête de grip, de confort et de durabilité. C'est pourquoi je suis parti sur un type de pneu à destination d'une utilisation enduro DH. C'est du très lourd, et c'est très lourd d'ailleurs. Mais au moins c'est épais et pour le programme qui arrive, il ne sera pas de trop. J'ai pris la plus grande taille possible pour ce vélo, à savoir du 2.4, rien à voir avec mes petits Michelin précédents. Naturellement, ils sont montés en tubeless, donc sans chambre à air, ce qui me permet de rouler à faible pression pour augmenter mon grip et mon confort. Là où avec une chambre, le risque de pincement serait élevé. C'est également une manière de créer une suspension arrière naturelle. Mais alors en tubeless, on peut dégonfler jusqu'à quand ? C'est une très bonne question. Eh bien je dirais qu'au bout d'un moment, à force de dégonfler, il y a un risque de toucher la jante lors d'impact, et il y a toujours aussi un risque de déjanter en fonction de ton engagement en chemin. Mais je n'en suis pas là. Je roule quand même à faible pression avec mon poids plume. Je suis en effet pas bien épais, même tout équipé. C'est pourquoi je roule en général entre 1 bar et 1 bar 5 en fonction des conditions, de la saison, de l'objectif, ou alors quand j'ai oublié de vérifier la pression avant de sortir. Et ça m'arrive quelquefois de toucher la jante. Comme je prévois de rouler des endroits assez engagés cette année, j'ai enfin franchi le cap d'installer une mousse anti-pincement. Une mousse anti-pincement, c'est un truc qui ressemble à une frite de piscine et sur le coup je me suis demandé où se trouvait la technologie. J'ai failli ne pas pouvoir l'installer car un membre de ma famille a failli le jeter pensant qu'il s'agissait d'un emballage. La fonction de cette mousse est assez logique finalement, ça permet d'amortir en cas d'impact. Au lieu que ça touche la jante, c'est bim, la mousse est là. Il y a quelques modèles sur le marché. Je suis parti sur le modèle Panzer. Il avait l'air bien costaud et je pense qu'il y a de quoi traverser les Ardennes en un éclair. J'ai mis du temps à me décider à l'installer car on m'a toujours dit que c'était galère à mettre. Enfin je sais pas, hein, qu'en dit le mécanicien ? Non mais rien d'impossible finalement. Je n'ai encore que peu de recul sur ce produit mais je pense qu'il va jouer un rôle important prochainement.
Pour rester sur le thème du confort, parlons un instant de la fourche. Sur ce vélo, une 120 mm de démannement était recommandée, mais avec mon changement d'angle de direction, expliqué lors de ma dernière vidéo sur le sujet, la 140 mm passe très bien. Pas la peine de t'expliquer la pression, puisque selon les marques et les modèles, ça change trop. Niveau réglage, je suis assez proche de ce recommandé inscrit sur la fourche. C'est souvent une bonne base pour commencer. Pour ma part, par la suite, je mets souvent moins d'air recommandé, un peu plus de rebond. Et pour venir équilibrer, je viens rajouter ce qu'on appelle un token. Il s'agit d'une petite pièce en plastique qui ne paye pas de mine mais qui change carrément le comportement de la fourche. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici car il existe beaucoup de vidéos sur le sujet. Il se visse à l'intérieur de la fourche et permet de réduire la chambre d'air. Et grâce à ça, dans l'idée, mettre moins d'air, ça va rendre la fourche plus sensible sur les petits chocs sans pour autant la faire plonger sur des gros impacts. Au final, la fourche est plus progressive et sensible. Pour ma part, j'en utilise qu'un seul, mais ça change déjà radicalement la fourche. Cette explication un peu floue s'apparente au réglage complet d'une fourche, le réglage du sag, etc. etc. Je n'ai pas grand chose à dire sur les freins. Je roule sur du Shimano SLX en hydraulique bien sûr pour la puissance. Je suis un poids plume donc le disque avant est seulement de 180 mm et l'arrière 160. Le 160 peut paraître léger à l'arrière pour le programme prévu, et c'est vrai. Je vais mettre un 180 prochainement parce que quand ça chauffe, j'ai vite plus de frein du tout. 160 c'est très bien pour de la rando et je repasserai très certainement sur cette config par la suite. A noter que la position de mes freins est très haute, presque horizontale. Si je compare avec mes amis VTTistes, ils sont beaucoup plus hauts. J'aime beaucoup cette position, notamment dans les sections engagées. Je me sens plus haut et j'ai le sentiment de moins me fatiguer les poignets. En revanche, ça n'est pas terrible pour de la rando, où je préfère rester au maximum dans l'axe du poignet. Petite astuce au passage, je ne les serre pas au maximum pour qu'ils puissent bouger et ainsi éviter de les casser en cas de chute. Et je peux te garantir que ça a été testé et approuvé. Je vais te parler de la position en général. C'est la seule partie à contre-courant par rapport aux changements que j'effectue sur le vélo depuis quelques mois. En soi, le vélo est court. Enfin long pour un M, avec les vélos qui se sont bien allongés dernièrement. Mais avec ma modification d'angle de direction dont j'avais parlé, ça raccourcit encore un peu plus le cadre. Et la position n'était pas terrible pour moi. Très haute et trop proche. C'est quelque chose qui n'est pas très évident comme réglage et il faut souvent faire des centaines de kilomètres pour l'ajuster parfaitement. Dans cette optique, j'ai dû renoncer à ma belle potence rental et le cintre qui va avec, pour une potence de 60 mm avec un angle négatif. Cette nouvelle configuration me permet de compenser mes réglages, de mieux coller à ma morphologie et de ramener mon poids vers l'avant pour coller ma roue au sol. Attention, je reste encore très haut, notamment grâce à la fourche. On est encore loin d'un cross-country. On me demande souvent si je préfère les pédales plates ou les pédales automatiques. Pour être honnête, j'adore les deux. Je pense que les pédales plates restent la meilleure option pour apprendre le vélo, positionner ses pieds, gagner en assurance. Les pédales automatiques viennent dans la continuité. Pour des raisons de performance, elles restent la meilleure option. C'est top d'être collé au vélo pour pouvoir bouger plus facilement. Et il y a un petit gain de pédalage. Sur un hardtail, j'aime beaucoup les plates pour le moment car je trouve que les chaussures avec des semelles épaisses, comme les 510, absorbent mieux les vibrations. Après des années en auto, je suis donc parti à nouveau sur des pédales plates. Nous verrons bien comment j'évolue. Pour être honnête, l'idéal serait d'avoir les deux et de changer de temps en temps pour avoir de nouvelles sensations et en fait réapprendre d'un côté et de l'autre pour garder un bon niveau. Je vais finir par la transmission très rapidement, car j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Je suis bien entendu en monoplateau que j'ai adopté depuis bien longtemps. Mon premier vélo sur cette config était un Commencal Meta SX monté avec des rapports de titan, car je n'y connaissais absolument rien à l'époque. Et ça fait depuis 7 ans que j'ajuste, mais je ne repasserai pas sur du double ou bien sûr du triple, pour plein de raisons, simplicité d'utilisation, l'esthétique. Aujourd'hui je roule avec un plateau de 30 à l'avant et le rapport arrière est du 10-51, donc autant vous dire qu'il n'y a pas de souci de ce côté-là. Bon, pour être honnête, avec la pénurie de pièces, je regarde le single speed car sait-on jamais. Voilà, pas de réglage magique ici, mais vraiment des choix personnels. Il y aurait toujours plein de petits détails à voir encore, comme la tige de selle télescopique, les roues, plein de choses dont j'ai déjà plus ou moins parlé, dont je reparlerai sur d'autres sujets de vidéo. J'espère que la vidéo t'a plu. Si tu as des questions, si tu veux discuter, bien entendu, tu peux le faire en commentaire comme d'habitude. Je t'invite toujours à t'abonner
t'abonner. Comme d'habitude, tu sais quoi faire et je te dis à une prochaine fois. Allez, à bientôt.